Geoffrey Gagneur me dit, pensez-vous sortir un livre sur vos années à la télé, à la façon dont vous êtes parti de Canal et votre renaissance grâce à votre chaîne YouTube? Cela m'intéresserait, ce serait l'occasion de rencontrer vos abonnés via des salons du livre. Personnellement, j'en serais heureux. J'y pense. Voilà, tu vois, en général, quand on me demande toujours est-ce que vous aimeriez participer à ci, à ça, j'ai toujours tendance à dire non. Là, ouais, j'y pense. Pour ne rien vous cacher, j'attends encore le résultat de la décision du procureur de la République concernant l'enquête Canal+. Voilà, si ça venait à être classé sans suite, comme je l'espère, et que je le pense, peut-être que je ferai un livre. Encore faut-il que je trouve un éditeur qui souhaite m'éditer, parce que je pense que je vais me heurter au même problème qu'avec les chaînes et les différentes stations de radio, c'est que personne veut de moi. Je suis pas certain qu'un éditeur aura très envie d'offrir une tribune à quelqu'un qui va pas dire amen à MeToo et tout ça. Mais si un éditeur a envie de ça, oui, je le ferai certainement avec plaisir. Culigno me dit, question peut-être indiscrète, mais par curiosité, j'aimerais savoir une fourchette d'un salaire comme le tien à l'époque du CFC. Tu étais probablement le consultant le plus populaire, donc un des mieux payés. Je trouve cela intéressant, merci. Oh, j'ai pas grand-chose à cacher, je gagnais 8 000 € par mois net. Voilà. Avec une somme en plus de ce qu'on appelle le droit à l'image, qui était reversé à l'époque sur ma société. Et là, je vous avoue que je me souviens plus trop de cette somme, mais ça devait être à peu près la même chose que mon salaire. Sachant évidemment que sur cette somme sur ma société, tu paies l'URSSAF, des impôts, enfin voilà, comme tout le monde d'ailleurs. Donc oui, j'étais très bien payé et ça me permet aujourd'hui de pouvoir prétendre en juin prochain à une retraite plus que correcte. Ah, vous êtes indiscret. Jérôme Salzar me dit, 2 questions en une. La nouvelle saison NBA vient de reprendre. Est-ce que vous avez un œil sur cette compétition? Comment trouvez-vous l'acharnement médiatique dont est victime Mbappé quotidiennement? Ça n'a pas grand-chose à voir. Ouais, la NBA, oui. Là, il est un petit peu passé pour moi, j'avoue. Même si je vais profiter un petit peu comme avec Federer, des derniers matchs de LeBron James. Et que je suis, comme tout bon Français qui se respecte, la progression de Victor Wembanyama. Mais bon, moi c'est la nuit, et la nuit je dors. Mais il m'arrive de temps en temps de jeter un œil sur un match dans la rediff du matin sur beIN. Oui, j'aime bien ça, même si je trouve que la NBA aujourd'hui vire un petit peu trop au concours à 3 points. Et ça, je le regrette un petit peu. La deuxième partie de ta question, comment je trouve l'acharnement médiatique dont est victime Mbappé? Il est victime de sa popularité, de la popularité incroyable que son début de carrière a fait naître. Champion du monde à 18 ans, meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde avec un triplé en finale. Bien sûr que ça propulse le joueur au firmament de l'actu. Après, il y a une gestion de sa com que, personnellement, je ne cautionne pas toujours. Je pense qu'il a commis une erreur majeure en nous sortant le petit ange parti trop tôt. Après, ma position, encore une fois, sur son départ du PSG et ses déclarations au début de saison où il avait été placé dans le loft et qu'il avait dit que le club ne serait pas lésé, il a dit ça en septembre. Et quand en février, il a annoncé son départ, le club a commencé à très très mal se comporter avec lui. Et que quand tu réclames une faveur financière d'une telle dimension à quelqu'un, la moindre des choses, c'est de te comporter de façon correcte et aimable avec lui. Donc voilà, maintenant il est au Real, donc là encore plus sous le feu des projecteurs, et surtout depuis 6 mois, 8 mois maintenant même, il est pas bon. Il y a qu'une chose qui fera tourner ça. Alors après, en plus, il y a l'affaire
suédoise, dont d'ailleurs on n'a aucune nouvelle. Hein. Maintenant, ça va bientôt faire 10 jours. Si franchement, enfin je sais pas, hein, si la jeune fille qui accuse, qui dit qu'elle a été violée, pense accuser nominément Mbappé, c'est un peu long quand même. Hein. Donc voilà, mais je pense qu'il va très mal. Je pense que tout ça l'a marqué ces derniers mois au PSG, avec je joue pas, ce départ au Real, le fait de pas jouer dans sa position, d'être dans une équipe où il est pas toujours super bien servi non plus. Voilà, je pense que il a commis des erreurs, mais tout n'est pas uniquement de sa faute. Sébastien Bailly me dit: penses-tu qu'on peut devenir riche grâce à tes super promos? On va certainement pas cette semaine, puisque je crois que j'ai fait 2 sur 9. Puis c'est surtout que c'est pas le but. Le but, c'est de faire une petite vidéo détente, plutôt rigolote, sur les matchs. Je sais en plus que moi, en tant que spécialiste de foot, n'étant pas joueur, je vais plutôt vous donner à chaque fois la tendance de la logique, et que dans ce championnat illisible qu'est la Ligue 1, la logique, ça pèse pas grand-chose. Donc non, vous ne deviendrez pas riche avec mes super pronos, mais c'est surtout pas le but. PA, donc Pierrot 49, comme ça on sait d'où il vient. Qu'as-tu pensé du match entre le SCO et Saint-Etienne? Pour un match de promu, tu n'as pas dû t'ennuyer. J'imagine que tu as parlé des largesses défensives des deux équipes, mais on a vu 6 buts et ça va être chauvin. Je trouve que le SCO est meilleur qu'en début de saison. Oui, le SCO est en progrès. Ils ont commencé en prenant leur premier point à Strasbourg. J'avais pas aimé leur match, j'avais pas aimé leur comportement non plus. Mais c'est vrai que depuis, c'est un peu mieux. À Marseille, ils ont tenu tête. Et là, contre une équipe de Saint-Etienne d'une faiblesse défensive inouïe, et je suis désolé effectivement d'en parler, ils ont effectivement réussi à marquer 4 buts et à prendre, peut-être pas leur envol, mais au moins à prendre des points très importants pour la suite du championnat. Maintenant, faut pas se leurrer, hein. Angers sera à la lutte pour le maintien jusqu'à la fin de la saison, ce qui est normal compte tenu des faibles moyens du club. Jackie Boy me dit: pensez-vous qu'un jour la règle du hors-jeu sera changée, car les hors-jeux d'un poil de cul, ça devient chiant? Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans des vidéos. Il y avait la proposition d'Arsène Wenger qui disait que pour qu'un joueur soit hors jeu, il fallait que l'intégralité de son corps soit devant le dernier défenseur. Mais ça me paraît être une règle qui va en plus dans le sens du spectacle, parce que on va reparler. Alors on va me dire, tout le monde ne me parle que de ça, me dit: ah, Mbappé était 8 fois hors jeu contre le Barça. Alors déjà, quand tu joues contre une équipe qui joue la ligne, le but du jeu, c'est justement de faire des appels et de pourfendre leur ligne. Franchement, Mbappé, il met 2 buts refusés pour hors-jeu. Le premier, il est refusé de 10 cm. Et je trouve, et je dis pas ça parce que c'est Mbappé, je l'ai déjà dit, mais plein de fois pour plein de buts, je trouve que c'est anormal, que la notion d'être sur la même ligne que le dernier défenseur a totalement disparu du football d'aujourd'hui, et que ce truc binaire, et je me rappelle, je sais plus, j'ai vu ça encore une fois, il y a un joueur qui est hors jeu d'une demi-chaussure, c'est ridicule. PA me dit: je sais que c'est la Ligue 2, mais le match interrompu entre les Corses est-il la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur le comportement des supporters de Ligue 1 et Ligue 2? Penses-tu que les contrôles sont trop souples? Que ferais-tu si tu étais président de club? Ouh là là, si j'étais président de club, j'avoue que je ne sais pas si je serais toujours très conciliant avec mes supporters. Alors évidemment, ça dépend des clubs, ça dépend des supporters, ça dépend de leur comportement. Mais il y a malheureusement trop de supporters en France qui se prennent pour les patrons des clubs, qui pensent qu'ils incarnent l'identité du club parce que ils font des déplacements
à leurs frais pour toute la France. C'est super, moi je critique pas ça, mais enfin bon, c'est leur choix, hein, ils font ce qu'ils veulent de leur week-end. Mais ça ne leur donne pas le droit de s'immiscer dans la gestion de clubs parce qu'ils n'en ont pas les compétences. Et il y a trop de problèmes en France. Alors en France, on a tous les défauts. C'est-à-dire on a un pays qui n'est pas un vrai pays de foot, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais on a des supporters extrêmement excessifs. Et le problème, c'est que les médias ne jouent pas un rôle parce que effectivement, comme Retailleau et sa clique se sont emparés des chants homophobes des Parisiens lors de PSG Strasbourg, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les politiques ne se penchent sur le cas des chants homophobes et du comportement dans les tribunes que la semaine qui précède le classique. Je pense que le match d'avant, il y a eu des gros incidents à Lyon entre supporters d'extrême droite, voire même néo-nazis, et des supporters tout à fait fréquentables par ailleurs. Maintenant, je pense qu'un gros con est un gros con. C'est-à-dire, c'est pas le fait de rentrer dans une tribune qui va le rendre gros con, c'est le fait d'être voilà. Et je pense que si demain tu supprimes le foot, celui qui va dans les tribunes pour se battre, il va aller se battre ailleurs, en boîte de nuit, dans les bars, voilà. Mais qu'est-ce que je ferais si j'étais président de club? Je serais intransigeant avec le comportement de mes supporters. Ça, c'est évident. Et je pense que si mes supporters se comportaient mal en déplacement, je les interdirais moi-même de déplacement pour les matchs suivants. Donc autant vous dire que je ne serai jamais président d'un club en disant ce genre de choses. AB31 me dit « Crois-tu au renouveau toulousain après la victoire à Montpellier ?» Sachant qu'en ce moment, tout le monde va se servir à Montpellier, je dirais pas ça. Maintenant, je me fais pas plus de soucis que ça contre cette équipe de Toulouse qui effectivement a enchaîné une vraie série de défaites qui étaient un petit peu préoccupantes. Mais bon, je pense que franchement, il y a bien moins fort que le TFC dans ce championnat et qu'ils vont, au fil de la saison, commencer à prendre des points par-ci, par-là, qui vont les rapprocher d'un classement plus confortable. Mais enfin bon, je pense pas que le TFC puisse briguer une place dans la première partie de classement cette saison. Jackie Boy, pensez-vous que Bruno Genesio soit sous-estimé alors qu'il fait souvent du très bon travail dans les clubs où il passe? C'est surtout à Lyon que Genesio était très décrié par beaucoup des supporters de clubs. Peut-être parce que c'était le régional de l'étape et que finalement dans un club où beaucoup de gens sont là en disant la formation, et puis quand t'as un entraîneur qui est du cru, ça va pas encore. Donc oui, j'ai souvent trouvé qu'on était très injuste avec Bruno. Alors c'est un entraîneur de coups qui est capable d'avoir des périodes de moins bien, mais qui dans les grands matchs trouve toujours les ingrédients qu'il faut. D'ailleurs son palmarès contre les plus grands entraîneurs du monde commence à être impressionnant. En plus, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est quelqu'un de gentil, d'ouvert, d'intéressant, et effectivement, je trouve que c'est un excellent entraîneur.